Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire de réflexion sur les arrêts et les gares routières. Je vous expliquerai dans quelques instants le contenu détaillé de cette journée et d'une certaine façon les règles du jeu pour nos échanges de la matinée et de l'après-midi. Mais je vais tout de suite donner la parole à Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et grand connaisseur des questions de mobilité et plus particulièrement des gares et arrêts routiers. Je vais lui demander donc d'introduire cette journée et de donner quelques éléments sur sa vision de la question. Monsieur le député. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais simplement excuser Philippe Buron qui est à l'origine de cette journée avec les 4 organisations que vous voyez apparaître sur vos écrans et qui est, lui, un excellent connaisseur de ces questions et qui malheureusement ne pouvait pas être présent parmi nous ce matin. Donc c'est avec plaisir que je, non pas le remplace, mais que je me substitue à lui et donc j'essaie d'introduire cette journée qui, je l'espère, fera avancer la réflexion, parce que si j'ai bien compris votre état d'esprit, c'est que vous n'êtes pas venus chacun avec votre point de vue, mais vous êtes encore en réflexion sur un sujet qui est un sujet majeur, qui concerne effectivement la mobilité. Et il suffit d'écouter chaque matin sa radio, et ce matin particulièrement, pour comprendre que les sujets que vous traitez sont non seulement les sujets ouverts par la loi Macron l'an passé avec l'interurbain, mais que très rapidement, ces questions-là vont aussi s'élargir à d'autres sujets. Je pense évidemment au périurbain, dont je suis l'un des élus, et puis même à l'intra-urbain. Et je fais allusion simplement au fait que ce matin, sur une grande chaîne de radio, Anne Hidalgo a réitéré sa volonté de fermer Paris aux voitures de plus de 9 ans et à tous les diesels en 2020, ce qui va générer quand même une certaine forme d'incompréhension d'abord de la part de chacun d'entre nous, et notamment pour les élus de la Grande Couronne et les habitants, mais au-delà, va poser des questions de mobilité qui vont être assez extraordinairement compliquées à résoudre. Et donc, bon, je ne vous apprendrai rien en disant que la question de la mobilité est une question qui est aujourd'hui une question prioritaire pour nos concitoyens. On parle du chômage, on a raison. On parle de la santé, on parle de la culture, on a raison. Mais en réalité, toutes ces questions-là ont à chaque fois un lien avec la mobilité. Vous ne pouvez pas parler d'emploi aujourd'hui sans parler de la mobilité. Vous ne pouvez pas parler de culture sans parler de mobilité. Vous ne pouvez pas parler de quelque sujet que ce soit sans parler de la mobilité. Vous ne pouvez même pas parler de convivialité, de reconstruction des familles, etc., sans parler de la mobilité. La mobilité, c'est ce qui permet de relier des enfants dans une famille recomposée, un père avec ses enfants, les uns avec les autres, les familles qui vivent loin, etc. Et tout ça est lié aussi à la question du coût. Et donc on voit apparaître depuis quelques années des voies de recours, que sont par exemple Blablacar, que sont toutes les voitures, comment dit-on, aidez-moi, pas en l'autopartage d'une part, mais covoiturage, voilà, je cherchais mes mots. Donc le covoiturage, l'autopartage, et donc on a donc de nouvelles formes de mobilité qui sont nées de la volonté d'un certain nombre de personnes de chercher à voyager à moindre coût, dans des conditions différentes, éventuellement y trouver une convivialité qu'on ne trouvait pas dans d'autres modes de transport. Et donc c'est devenu tellement sérieux que c'est venu même concurrencer le rail sur des secteurs, sur des segments qu'on n'imaginait pas attaquables. Et donc ce monde-là, ce que j'essaie de vous dire, globalement, est en train de se modifier radicalement et de changer dans des proportions assez inouïes. Il y a un siècle, on est passé en gros du cheval à la voiture, et 100 ans plus tard, on est en train de complètement modifier nos modes de consommation de la mobilité. Donc à la fois des voitures qu'on n'achète plus mais qu'on partage, des transporteurs qui sont éventuellement, et là je pense à des formules qui n'ont pas encore obtenu leur légalisation, mais c'était Uber Pop, et donc des chauffeurs occasionnels, l'ubérisation, et on voit bien le sujet sur les taxis, on voit le sujet donc covoiturage, on voit l'arrivée des bus sur de l'interurbain, là où ils étaient exclusivement destinés à l'international.
et donc aux longues et très longues distances. On voit que tout ça est en train de bouger de manière formidable. Et la question que vous allez vous poser pendant la journée, c'est la question de savoir comment est-ce que ça peut marcher, comment est-ce que ça doit marcher. Parce que ces questions-là sont à la fois traitées pour l'instant par le législateur, mais de manière assez empirique, et on est plutôt en retard d'une séquence sur ces nouveaux usages. Et donc, là où la loi Macron a ouvert des possibilités, elle n'a pas été jusqu'au bout, puisque la loi ne traite pas de la question des gares. Et donc, aujourd'hui, ces gares, elles se mettent en place de manière un peu anarchique, et dans des conditions à la fois où le confort des usagers n'est pas complètement assuré, et par ailleurs dans des conditions où l'intermodalité n'est pas non plus complètement envisagée. J'en veux pour preuve la question des gares de la future ligne du Grand Paris Express, qui n'a pas forcément anticipé ces nouveaux usages, et qui donc risque de sous-dimensionner un projet qui est un projet majeur, et en même temps qui risque d'être déjà ringard avant même d'avoir été mise en place. Et donc, moi, ce que j'espère de cette journée, en tant qu'élu, et en tant que consommateur aussi de mobilité, comme chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez faire apparaître les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais faire apparaître aussi les nouveaux partenariats. Parce que cette question, elle a été longtemps vécue comme une question de concurrence entre modes. Et depuis quelques années, heureusement, l'approche est différente. On n'est plus dans l'idée de la concurrence entre les modes, mais de la complémentarité entre eux. Et j'en veux pour preuve, et André Breton ne me contredira pas, nous avons mis en place il y a 2 ans un groupe de travail qui associait à la fois les autocaristes, les autoroutiers et la SNCF. Ça pouvait paraître absolument dingue de dire que le fer et la route allaient pouvoir travailler ensemble sur des sujets qui sont des sujets où on les imagine en concurrence. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de faire travailler ces modes-là ensemble, sans concurrence, et en ayant l'idée que les besoins sont tels qu'aucun d'entre ces modes n'est en capacité d'absorber complètement cette demande. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer les choses utilement ? Je ne sais pas comment monsieur s'appelle devant moi, mais qui à l'instant en aparté on discutait justement des questions des futures gares et de la façon dont on devait gérer. C'est bien de vous, monsieur, que je parle. Oui, Yoka Minagai de la RATP. De la RATP, d'accord, voilà. Et donc, qui vous expliquera tout à l'heure mieux que moi ce que je ne vais réussir qu'à esquisser, mais il y a bien un lien aussi entre ces cars qui arrivent et ces RER qui repartent, et la façon dont on organise leur connexion. Et si on ne l'organise pas, notamment à travers la gare, la façon dont on la gérer, eh bien, ça veut dire qu'on paralyse éventuellement l'un des modes de transport, éventuellement les deux. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont encore devant nous. Et si on rajoute le fait qu'on a aussi d'autres complémentarités qui peuvent s'organiser entre les voitures en autopartage, qui demain peut-être viendront sur des gares routières, qui elles-mêmes les emporteront sur l'autoroute, qui finiront sur un RER pour arriver sur un Autolib. Donc on voit bien que tout ça va changer drastiquement, et que cette réflexion que vous allez mener, elle peut être extrêmement productive, en tout cas elle doit l'être. Et moi, ce que j'espère de cette journée, quand j'aurai la chance de vous lire, c'est de pouvoir voir des acteurs qui impulsent un nouveau regard, et qui viennent stimuler la réflexion politique, celle des collectivités locales notamment, mais plus largement, pour que nous puissions franchir ces pas nouveaux en matière législative, et que vous puissiez ouvrir d'autres horizons. Voilà. Je ne veux pas être beaucoup plus long, parce que je n'ai pas le sentiment d'être celui qui vous apporte le plus ce matin, mais vous dire encore une fois à quel point ce que vous allez faire est important, qu'il a un débouché, en tout cas que ça doit avoir un débouché nature politique, et surtout un débouché concret qui permette dans quelques années d'avoir des Français qui vivent la mobilité non plus comme un drame, mais comme une opportunité.
C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite donc d'excellents travaux. Merci, monsieur le député. Effectivement, vous l'avez dit, chacun ressent aujourd'hui le besoin d'avoir une photographie la plus fidèle possible de ce qui se passe, sachant que le défi est très difficile parce que ça bouge beaucoup sur le front des nouvelles mobilités, sur le front des cars dits Macron, sur le front des comportements des Français. C'est extrêmement difficile. Donc cette journée est conçue justement pour apporter un certain nombre d'éléments. C'est d'ailleurs un séminaire de réflexion et non pas un grand débat contradictoire. Donc nous aurons une matinée consacrée à la mise en exergue de 4 grands contextes. D'abord, dans quelques instants, le contexte législatif dans le secteur de la mobilité et dans le secteur des gares routières avec Bertrand Despigny. Nous suivrons avec une présentation complète des nouvelles mobilités avec Jean-Paul Hubert de Livestar. Puis un exemple dont on a beaucoup parlé et sur lequel on a vraiment envie d'avoir aujourd'hui une photographie la plus complète, la plus fidèle possible, c'est le marché allemand, parce qu'on va souvent chercher cet exemple de nos voisins, mais il se dit beaucoup de choses. Donc on aura, avec Laurent Guillery de l'université de Cergy-Pontoise, une photographie très fidèle de ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et puis nous terminerons la matinée avec, vous en parliez quelques instants, avec, pour le coup, ce sont des vraies photos, avec Joachim Nagai, qui nous dira tout ce qu'il pense de l'aménagement des gares routières, la gestion des flux. Voilà, donc ce seront 4 interventions. Vous aurez la possibilité, si les 4 intervenants respectent leur temps de parole, et je n'en doute pas qu'ils le feront, de leur poser quelques questions. Vous avez des micros, c'est comme à la télé, vous vous déplacez, vous appuyez, vous pouvez poser la question donc à chacun des intervenants après leurs interventions. Je serai obligé d'être assez sévère sur le respect des temps de parole parce que nous devrons finir à midi et revenir impérativement à 13h30 parce que l'heure de fin de ce séminaire sera à 16h15 cet après-midi. Donc nous devons être extrêmement rigoureux et je vous remercie d'ailleurs d'avoir tenu votre temps de parole. Vous avez donné l'exemple, monsieur le député, pour l'introduction de cette journée. Voilà, comme vous le dites, vous n'avez pas dérapé en temps de parole, donc je serai assez sévère sur ces éléments-là. Et donc cet après-midi, 2 tables rondes pour le coup qui permettront d'échanger sur les 2 gros sujets qui posent problème aujourd'hui. Dans un premier temps, les besoins et les modes de gouvernance, parce que c'est vrai que la loi Macron n'a pas abordé ça. Il y a une ordonnance qui vient d'être publiée, donc ce sera aussi un moment important, notamment avec Louis Nègre, coprésident de TDIE, qui viendra nous en parler. Et puis, deuxième table ronde sur les gares routières dans le schéma multimodal, où ce sera aussi important. Vous parliez tout à l'heure qu'on n'était plus dans l'opposition des modes, mais bien dans une complémentarité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en matière concrète d'organisation de la mobilité et de détermination des lieux de multimodalité? Ce sera le sujet de cette deuxième table ronde. Alors, vous avez excusé tout à l'heure, monsieur le député Philippe Duron. Je voudrais aussi excuser l'absence d'Yves Cratinger, qui est le président de l'IDRIM qui est un des partenaires de cette journée. On en reparlera en fin de matinée. Son comité prospective a notamment aidé à la détermination de cette journée et de son programme. Je voudrais aussi vous transmettre les regrets de l'ARAFER qui n'a pas pu se rendre disponible. Excusez Pierre Cardot, son président, et ses collègues. Ils sont en collège aujourd'hui et je pense que vous savez que dans cette période chargée, disons, pour l'ARAFER, ils avaient quelques rendez-vous et quelques discussions prioritaires aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi excuser l'ARF, l'Association des régions de France. Ces instances viennent d'être mises en route et aucun des vice-présidents transport qui aurait pu venir aujourd'hui parler de la façon dont les régions vont être moteurs ou motrices
des nouvelles mobilités, aucun de ces vice-présidents n'a pu se rendre disponible aujourd'hui, mais leur absence ne signifie pas que les régions se désengagent du problème, bien au-delà, et nul doute qu'elles réapparaîtront très bientôt dans le débat public sur cette question, mais c'est vrai que l'ARF est juste en phase d'installation.